Bon, merci Antoine, merci Sylvie. Je vais essayer de bien articuler avec mon accent chinois. Je m'excuse si. Voilà. Et malgré tout, j'ai écrit un texte, peut-être un peu long finalement, en français, mais on va voir ce que ça va donner. Bon, je commence ma lecture. La bouche est ouverte. Si vous n'entendez pas bien, vous me le signalez. Je vais essayer de créer un peu. La bouche est ouverte, telle une fleur s'épanouissant, en attente, dans la précipitation de donner et de recevoir. Cela ne convient pas, lui dit-il. Tu n'es plus un enfant. Ce fut l'été. Il fait très chaud. Un chaud de canard pékinois. Il enleva ses vêtements pièce par pièce, nu comme une statue, fonça vers une eau, l'eau qu'il chercha en vain. Eh oh, tu te crois en Afrique ou forêt Amazone? Celui qui crie, c'est qui l'image de l'Afrique, selon les photos. Il fallait aller en Afrique pour chercher ton eau. C'est loin, te dis-tu. Mais l'idée que tu peux enfin trouver l'eau où tu peux entrer, baigner, boire, nu, comme les autres animaux de la planète, t'enchante. Oui, l'être humain est un animal, même si certains prétendants ne l'est pas. On bouffe, on pèse, on tue, et ça continue. On tue pour mieux bouffer, mieux pèser, on tue, même si c'est de l'attaque ciblée. Et la forêt Amazone, pourquoi pas? Tu as toujours été fasciné par les Hua'ohani, vivant depuis au moins 1000 ans dans cette forêt de magie. Eux, ils connaissent des milliers d'animaux et des plantes. Et toi, 10, y compris ce qui est dans ton assiette et ce qui est devant ta fenêtre. Tu as fait des efforts. Tu as ramené de jolies plantes du marché en voulant faire de chez toi leur nouvelle demeure. Mais tu te fais toujours planter par tes plantes. Tellement idiote que tu es. Tu connais rien en elles, rien. Alors, la forêt Amazone, tu sais qu'une fois enlevé ton col blanc, des vêtements de couturier choisis avec du soin, tu es fragile, comme un papier. Mais ça te tente quand même, la forêt Amazone. Pour pouvoir enfin pousser un cri, avec toute imperfection de sa tonalité et autant d'octaves que tu veux. Aussi, pour une raison intime, tu n'as pas envie de finir à baiser avec un robot. Oui, l'intimité, ça compte beaucoup. Dans ta ville, ton mobile te regarde partout. Quand tu dormes, quand tu chies, tu ne regardes plus celui qui est en face de toi et tu le regardes sur ton écran. Tes empreintes sont enregistrées partout. Dans ton passeport, ta pièce d'identité, la portail d'entrée de ton bureau. Quand tu manges comme un cochon, après t'avoir vendu dans la journée, ta tête, oui, cette tête-là, que tu n'as pas encore eu le temps d'occuper avant ton estomac, est diffusée en temps réel sur Internet, à ton insu. Tu te sens comme un cochon,
avec une étiquette électrique plantée sous ta peau. On parle de réunion des chefs d'État sur ton mobile. Ils applaudissent l'intelligence artificielle. C'est génial, cette technique. On te dit. Sa mise en place à grande échelle va permettre la libération d'êtres humains. Pour une fois dans l'histoire, les travailleurs laborieux passeront leur temps devant leur téléphone en buvant du thé. Je veux de l'eau. Maintenant, tu es à Douala, loin de Pékin, de Paris. Tu es à la piscine en bas de ton hôtel et l'eau de robinet. Sur Google Maps, tu es à côté d'une grande étendue d'eau. Mais en face de toi, tu n'as qu'un mur interminable, gris. Et en dehors de toi là, plus loin, encore plus loin, la forêt d'Amazon, le roi Orani, jusqu'en 1956, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Mais à présent, leur nombre est diminué considérablement, menacé par l'exploration du pétrole. Et les Awa, la tribu la plus menacée du monde, où les femmes allaitaient elles-mêmes des bébés animaux orphelins. À l'arrivée des colons portugais, il y a 500 ans, les Awa étaient plusieurs dizaines de milliers, mais l'envahisseur a amené avec lui des maladies contre lesquelles les Awa ne savaient pas lutter. Une grande partie de la population Awa est décimée à ce moment-là. Ceux qui ont survécu ont été employés, entre guillemets, autrement dit, forcés à travailler dans les exploitations des colonnes. L'écrivain turc Elif Shafak a raconté une histoire. Dans un tremblement de terre à Istanbul, un vieux épicier conservateur qui n'adressait pas d'habitude la parole aux marginaux. Mais ce jour-là, assis à côté d'un travesti avec une longue perruque noire, le vieux épicier avouait un paquet de cigarettes, les mains tremblantes, et en a offert un au travesti. À la fin, je voulais partager une vision avec vous. Celle-ci est apparue dans mon esprit lorsque je réfléchis à ma proposition pour aujourd'hui. Un son passe dans le ciel, flottant, puis il reste. Un son léger, clignotant, mais aigu et perçant. Tel ce que est émis des vibrations d'ailes. Sur la terre, enracinent trois figures. Une est celle d'un Africain noir, l'autre métissée avec quelques traits du type européen, et le troisième flou, changeante. Tous trois figés, silencieux, tel un arrêt sur l'image. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ouais. Question factuelle, est-ce que tu crois que tu peux épeler le nom de la société, enfin du groupe culturel qui était dans la forêt équatoriale brésilienne, parce que je déteste appeler cette forêt la forêt amazonienne. Pas les Guarani, le deuxième peuple que tu as cité, de femmes qui nourrissent des mammifères.
AWR, ok. Et où est-ce que tu as trouvé cette information? Ok. Et c'était par quel axe t'es rentré dans le... Enfin, qu'est-ce qui t'a amené? Vous voulez pas lui passer un micro? Pardon. Oui, Ah, pardon. Je me suis toujours intéressée par cette culture-là et tout ce qui concernant, enfin, j'aime pas utiliser le mot peuple, on va dire les êtres humains primitifs. Pour moi, primitif, c'est pas du tout un mot péjoratif, même s'il y a communauté fort ici. Et pour moi, c'est même assez positif. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je voulais participer à ce projet de Mouvement Frontières. Et puis, du moment où j'ai décidé, enfin, avant et après ce projet, j'ai essayé de lire ce que j'ai pu trouver en Chine. Voilà. Donc. Oui, bonjour UA. Alors, je voulais revenir sur ce que tu avais proposé en fait aussi à Douala, c'était autour de peinture et texte en fait. Et là à Paris en fait quand on s'est croisés, tu pensais entre performance et texte. Et je voulais faire le lien comment tu l'as fait entre ici et Douala et comment voilà tu as travaillé ce texte. Douala, c'est une expérience sur le champ. C'est la vécu. Voilà. Et après Douala, jusqu'ici, ça fait 6 mois, 7 mois. Et donc, comment dire, depuis que je suis rentrée, j'ai essayé de trouver ce que j'ai pu, lire toutes les sortes de choses différentes sur le sujet qui m'intéresse particulièrement autour de cette population primitive en général. Et ce texte-là, je l'ai écrit essentiellement ici à Paris. Mais cette image de vibration de elle qui est apparue il y a quelques mois déjà, quand justement j'ai réfléchi à ce que je vais proposer aujourd'hui dans ce cadre-là. Voilà. Et bon, le texte entier fini, j'ai fini il y a 5 minutes avant. Voilà. Mais le processus, c'est 2 ans de réflexion et essayer de sentir et de réfléchir, de penser et de laisser venir les choses. Moi, j'avais une question, UA, sur Oui. le fait que notre séjour à Douala a été ponctué par de nombreuses discussions et interrogations que tu avais sur la question de la peinture, de la matérialité de la peinture, du fait que tu étais assez désarçonné par ne pas retrouver tes matériaux habituels, tes couleurs habituelles, tes textures habituelles. Et je me demandais comment toutes ces questions que tu as eues sur place avaient évolué, s'étaient poursuivies depuis. Bon, je dirais qu'à la base, j'ai jamais considéré que moi comme un peintre, même si ces dernières années, je pratique pas mal la peinture à l'huile. Voilà. Et donc, même si je ne l'ai pas présenté, mais je fais aussi de la vidéo et de performance et de son électrique. Donc, je suis à la base plutôt un artiste multimédia et selon des moments et mes envies et des projets, j'utilise des matériaux différents. Voilà. Donc, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai plutôt une pratique d'atelier et que je m'intéresse de plus en plus à la support de peinture. Alors à Douala, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est justement de mettre cette pratique en fort lien avec le contexte. Donc c'est une peinture contextuelle, si on peut le dire, dans le sens, dans tous les sens, dans le concept, dans le choix de matériaux et dans la réalisation. Et donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui est facilement attaché à la toile. Non, mais ce que je voulais plus dire, c'était cette espèce de désarçonnement que tu avais eu, me semble-t-il. Ça veut dire quoi? Du fait que cette surprise ou ce choc que tu avais eu, tu as fait beaucoup de magasins de peinture, de recherche, du fait de ne pas retrouver tes outils plus ou moins habituels, et du coup beaucoup t'interroger là-dessus. Et est-ce qu'il y a une suite à ça ou pas forcément, ou pas nécessairement? Si tu veux, la question de matériel, quel matériel choisir et les enjeux économiques autour, c'est les questions qui reviennent à la pratique d'une artiste. Je pense peu importe le médium qu'on choisit. Et on y fait. C'est un choc, mais c'est un choc
choque pas autant que cela. Ça veut dire que c'est aussi un peu attendu. Je m'attends pas. Et c'est pas ça qui m'intéresse d'avoir tous les. Mais c'est une belle. Enfin, c'est une surprise qui me fait réfléchir et qui fait des rencontres et qui fait que je comprends mieux la pratique des artistes des écoles qu'on sent pas qu'on avait vu. Et voilà, je pense que c'est tout ce processus qui est intéressant. Et voilà. Et puis à la suite, j'ai réalisé plusieurs dessins que j'ai exposés à la Cité des Arts. Donc voilà. Cléophée avait une question. Est-ce que tu peux définir le terme primitif? Ça, je ne vais pas te répondre. Tout ce que parce que, premièrement, je ne suis pas une théoricienne. Deuxièmement, je déteste la manière de s'exprimer avec la définition. Sinon, j'aurais changé de métier. J'aurais, je sais pas, devenu un théoricien ou d'autres choses. Je pense que tout ce que je peux faire, mon lien avec ce mot-là, que ce que j'entends, c'est que la seule chose que je peux dire, c'est quelque chose de naturel et positif et essentiel en chacun de nous en tant qu'être individu. Mais il me semble qu'il a été un peu oublié ou bien intentionnellement oublié dans la culture soi-disant civilisée. Alors j'ajoute juste la question de civilisation pour moi, de progrès et de civilisation surtout. Pour moi, c'est dans le domaine technique et science en termes d'évaluation. Moi, je pense qu'on est sur le moment de redéfinir ce qu'est un être humain. Il y a plein de choses à se dire, en mettre en valeur, justement, qui n'a pas fait. Alors moi, mon démarche, c'est d'utiliser mes langages d'un plasticien. Voilà. Et puis, ça ne m'intéresse pas de faire la définition. Justement, c'est ça la force de l'art. Je trouve que c'est dans les sensibilités, dans l'ouverture, on saisit petit à petit quelque chose. Mais du moment où tu es parti dans une définition, tu es dans une démarche de limitation, ce qui ne m'intéresse pas. C'est une discussion qu'on a eue cette semaine, au début de la semaine, et je trouvais ça important juste de la partager ensemble, parce que c'est un mot qui a une histoire, une connotation forte, et que c'était intéressant de le replacer dans le contexte dans lequel Hua l'emploie quand elle parle, quand elle le met dans ce discours-là. C'était pour ça que je voulais poser la question, pour qu'on puisse pour qu'on comprenne dans quel sens elle l'emploie, elle. Voilà. Moi, je voulais juste aussi dire, Hua, tu as fait tes études à la fois en Chine, puis tu as fait 5 ans d'études 4 ans d'études en France. Et puis tu voulais rester ici et on t'a refusé. C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. Mais disons que tu as essayé de rester ici. Enfin, c'est pas que j'essaie de rester ici. J'essaie de rester dans un lieu qui me fait plus respirer. Du moment où, à l'époque où j'ai envie de rester. Donc, il ne s'agit pas de rester en France pour rester en France. Il ne s'agit pas de rester dans un lieu, tu vois. Il s'agit de trouver un endroit que tu te sens confortable à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, tu disais respirer. Plus en France. Pas toujours. Souvent, je ne peux pas respirer. Voilà. Donc, est-ce que tu peux respirer en Chine ? Est-ce que tu respirais différemment en Afrique ? Aussi, peut-être sur la question du corps. Moi qui vais assez souvent en Chine, il y a un rapport au corps qui est extrêmement particulier, qui est extrêmement différent que le rapport au corps en Afrique. Et comment tu l'as... Tu peux nous en parler? Tu connais peut-être un peu mon travail de performance d'autrefois, donc il y a plusieurs pièces justement traitées de ce sujet-là au niveau de la corps de femme et sa dignité, et à travers les différentes cultures, les cultures asiatiques, arabes et celui qui se passe en France. Je dirais qu'en Chine, ce n'est pas aussi ouvert qu'ici, dans le sens où on a un rapport culturellement avec le corps complètement très différent que la culture occidentale. Parce qu'ici, vous avez l'habitude de voir la statue grecque nuée et les tableaux des maîtres nués, et c'est considéré comme une beauté, à apprécier la beauté du corps. Et la sensibilité, elle passe par l'appréciation de la corps nué de femmes. Mais... Ou d'hommes, bien sûr, je parle à ma place, donc excusez-moi pour les hommes. Mais en Chine, on n'a pas cette traduction de cet ordre-là de corps exposé, corps apprécié, nu, tel qu'il est. Notre corps, il est toujours présenté, habillé,
habillés, voire soigneusement et d'une certaine code vestimentaire. Mais on n'est pas allé jusqu'au... Les femmes doivent voiler quand même dans les grandes villes. Les jeunes filles l'habillent des fois très ouvertement, comme en Europe, on voit avec des mini-jupes, avec des ombrelles d'or. Je ne pense pas qu'ils vont se faire attaquer, mais cela dit, il n'est pas aussi naturel. Moi, je dirais plutôt une question naturelle. Ici, c'est naturel d'exposer son corps. C'est pas gênant, mais là-bas, c'est quand même... c'est pas parce qu'on n'a pas cette culture d'appréciation de corps nu. Mais on n'est pas fermé. Et ce que je trouve dans la culture d'Afrique, justement, je vais venir... que je trouve beau, c'est que je pense que vous avez peut-être c'est une cliché, puisque je suis là-bas seulement pendant moins d'un mois, et de ce que j'ai compris et ce que j'ai vu dans les vidéos, les films, des œuvres d'art, je trouve que vous avez un rapport au corps très vital et très primitif, je vais utiliser dans le bon sens, tout mon bon sens du mot. Et avec une grande force, une énergie que j'apprécie beaucoup, justement. Et regardez les statuettes africaines, ça jette des corps avec des seins comme ça et les fesses. Ouais, je trouve que c'est très beau. Vous voyez, à Douala, je me souviens bien, chaque fois on passe dès à une montagne, on vend les produits pour grandir la vie, le génitaux. Donc, je pense que vous avez je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, l'impression que j'ai, vous avez une culture très vitale avec le corps que j'apprécie beaucoup, qui libère. Justement, aujourd'hui, je crois que j'ai discuté avec Hervé un peu sur ce sujet, je crois. Je pense que ça permet... on parlait plus de spiritualité, je crois, et de religion, mais justement, ce que j'ai apprécié dans la culture africaine, c'est ils sont plus que naturels, ils sont complètement naturels. C'est pas une naturelle asséminée ou à force d'apprécier les œuvres d'art. Ils sont comme ça, c'est dans leur sang. Ça, je trouve très beau, vital. Alors que ça, dans la culture asiatique, on est plutôt discret et on passe des choses derrière les coulisses. On a une autre sensibilité au corps. Je trouve que ce n'est pas si sensible en général. Par exemple, je parle rapidement de l'érotisme, le rapport avec l'érotisme. Les Japonaises, ils sont très poussés dans le sens de l'érotisme, mais la culture chinoise... Non, c'est dans le bon sens du terme, enfin dans le bon sens. Et les cultures européennes aussi, je trouve que vous avez une grande culture d'érotisme. Les Chinois, on est érotiques, mais moi, je ne la saisis pas trop. Mais donc, chacun a son culture. Peut-être qu'on travaille beaucoup dans le cerveau, ou travaille l'autre fois, mais voilà. Ouais. Ça me démange un peu, et comme tout le monde est libre d'intervenir pour mettre des petites précisions, rappeler que les femmes et les hommes, moi qui n'ai jamais mis pied sur le continent africain, quand tu poses la question du rapport au corps, comparer les rapports au corps chinois ou français au rapport au corps africain alors qu'elle a Douala, ça me paraît un peu, c'est supposé qu'il y a un même rapport au corps sur tout le continent. Ouais, enfin juste ça me dérangeait un peu, donc je voudrais le souligner que bon, si on parle du Cameroun ou de Douala plus précisément, ça me plaît plus déjà. Oui, parce que plusieurs fois vous avez parlé du rapport au corps à l'Afrique et c'est ce que vous avez dit du coup. Non, excusez-moi, c'est ma grande fatigue au bout de 3 jours de pouvoir Mais je peux... des lapsus, je prie de m'en excuser. On peut lui dire aussi que même s'il y a les Rodins, etc., la Grèce antique avec ses plastiques magnifiques, par la suite, le rapport au corps en Occident n'a pas toujours été aussi simple. Il faut voir que la mini-jupe est arrivée ici dans les années 60. Avant ça, c'était un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a bien une césure dans la culture vestimentaire occidentale entre avant la mini-jupe et après la mini-jupe. Quant à ce qui est de chez nous, je veux dire, c'est vrai qu'il y a ce patrimoine, hein, on va l'appeler comme ça, les femmes avec des seins, des fesses, fameux Femme noire de Senghor d'ailleurs, est un poème qui, à sa manière, traite de tout cela, mais
l'Église est passée par là entre-temps. L'Église est passée par là. Et ce jour-ci, dans un pays comme le Cameroun aussi, il y a eu à la télévision, il y a quelques années, un directeur général qui avait inventé une émission qu'il appelait Déviance, et dans laquelle il stigmatisait toutes les jeunes filles qui portaient des vêtements où le nombril apparaissait dehors, en considérant que, parfois, c'était des vêtures, pour dire comme l'autre, pour le moins scandaleuses. Donc, tout compte fait, non seulement l'Afrique n'est pas un pays, mais le rapport au corps en tant qu'objet à la fois de regard, de désir et s'exposant n'est pas aussi simple que ça. En revanche, sur l'Asie, et c'est peut-être ce que Sylvie visait aussi, mais moi je l'ai vu, Square du Temple ici, en face de chez mon ami Dominique Malaquais, j'étais très étonné de voir que, tout en étant à Paris, il y a des vieilles dames, des vieux monsieur qui viennent là le matin et puis qui font du tai chi, voilà, etc. Cette culture de manier son corps, si j'ose dire, en rapport avec les éléments, bien entendu, de l'inscrire dans un espace cosmique. Parce que je crois qu'il faut qu'on prenne acte et conscience de la réduction qui s'est opérée du point de vue de la civilisation occidentale quant à l'inscription des corps dans un espace cosmique, mais vraiment cosmique, quoi. Que l'homme n'est pas séparé de l'univers. L'homme est un tout et il forme un tout avec l'univers. Oui, je ne sais pas si on peut parler de la civilisation occidentale. En tout cas, c'est ce que peut-être être apparu. C'est comme ça. Il se trouve que j'ai quelques amis qui sont d'Europe du Nord, qui a une croyance, si on peut dire, assez spirituelle, avec qui on a beaucoup parlé de la question de corps. Justement, j'ai un ami peintre dont le travail essentiellement est peint les corps, les parties précisément des sexes des femmes. Mais pour lui, ce n'est pas les sexes comme certains artistes américains qui le font. Ce n'est pas un sexe objet de consommation, c'est plutôt par exemple, comment on dit ça, la pucie. Il le considérait comme l'entrée de l'univers. Vous voyez, ça c'est une vision européenne du Nord aussi, peut-être assez minoritaire, on peut parler en public, mais ça existe. L'origine du monde de Courbet. Ah, ça c'est... Je ne vais pas faire la liaison, mais... On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup Yua, merci beaucoup Cléophée, Melvin, Lionel de vos précisions qui étaient importantes.